Mesdames et messieurs, chers collègues, bonjour. Je suis Hélène Salette, je suis la secrétaire générale du Secrétariat international des infirmières et infirmiers de l'espace francophone IF. Il me fait plaisir de vous accueillir à cette grande conférence en ligne du IF, la dernière du programme de l'automne 2015, mais pas la moindre. Alors, la conférence d'aujourd'hui intitulée PEPS, un programme pour améliorer le plaisir et la motivation dans la schizophrénie, sera donnée par Jérôme Favreau, infirmier et professeur, responsable du pôle de recherche santé mentale et psychiatrie à la Haute École de la santé La Source de Lausanne en Suisse. Également, M. Favreau est infirmier dans le service de psychiatrie communautaire du département de psychiatrie du Centre hospitalier universitaire vaudois, le CHUV. Il est avant tout un clinicien chevronné, curieux, qui s'est intéressé au développement, à l'évaluation et à la dissémination d'interventions pour favoriser le rétablissement de personnes atteintes de schizophrénie. La conférence d'aujourd'hui vous est offerte gratuitement par une donation du Dr Alexander Engelhorn et par l'Institut et la Haute École de la santé La Source. Je profite de l'occasion pour remercier très sincèrement ses partenaires pour leur confiance et leur appui à notre mission de diffusion et de partage des savoirs infirmiers en français. Alors, merci beaucoup. Donc, le CDF est très fier de vous présenter cette conférence en santé mentale qui a pour objectif de nous permettre de mieux comprendre les déficits et la motivation, les déficits de la motivation et du dans la schizophrénie et d'explorer des pistes d'amélioration de cette problématique. Avant de céder la parole à M. Favreau, je vous rappelle quelques notes d'intendance. Vous pouvez télécharger d'ores et déjà la présentation PDF de M. Favreau qui est disponible dans l'onglet « Documents » qui apparaît à votre écran. La présentation de M. Favreau dure 45 minutes et elle sera suivie d'une période de questions de 10 minutes. Je vous rappelle comment poser vos questions. Alors, il faut nous faire parvenir par écrit dans la fenêtre « Chatter » vos questions. Vous pouvez les écrire tout au long de la conférence et nous allons les récupérer, les regrouper et à la période de questions, il me fera plaisir de les poser à M. Favreau. Sachez qu'il est possible parfois qu'on puisse toutes les questions quand elles sont trop nombreuses. Aussi, à la fin de cette conférence, vous recevrez par courrier électronique un lien qui va vous permettre de remplir le test post-conférence et ce test vous permettra de recevoir une attestation de formation continue d'1 heure validée par l'Institut de la Haute École de la santé La Source. Également, l'enregistrement de la conférence de M. Favreau sera disponible dans les meilleurs délais. Vous recevrez par courrier électronique l'information lorsque le tout sera mis en ligne sur le site du CITIF. Alors, je cède maintenant la parole à notre conférencier, Jérôme Favreau. Je serai de retour à la fin de la présentation pour animer la période de questions. Alors, je transfère le contrôle à M. Favreau qui pourra débuter sa présentation. Bonsoir, je remercie le CDF pour cette invitation. Donc, je vais vous parler du programme Émotions positives pour la schizophrénie. C'est un programme qui vise à améliorer la motivation et le plaisir dans la schizophrénie. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec cette maladie, c'est une maladie qui est caractérisée par deux grands syndromes. Un syndrome qu'on appelle psychotique ou positif, qui est accompagné de symptômes comme les hallucinations auditives, les idées délirantes, la désorganisation au niveau de la pensée et du comportement. Et puis, il y a un syndrome déficitaire ou négatif, où on a des symptômes en moins que dans le fonctionnement normal, comme la réduction de l'expression verbale et non verbale. Pour l'expression verbale, ça s'appelle l'allogie. Pour l'expression non verbale, ça s'appelle l'émoussement de l'affect. Des déficits au niveau de la volonté, de l'apathie, la difficulté d'accomplir des actions dans la vie quotidienne. L'anédonie, qui est la difficulté d'éprouver du plaisir, le retrait social et des troubles de l'attention. C'est surtout ce symptôme déficitaire qui conduit à des altérations fonctionnelles. Donc, c'est important de savoir que ces symptômes négatifs sont un facteur majeur dans l'altération du fonctionnement personnel, social, professionnel.
de nombreuses études montrent que ça va altérer la qualité et la satisfaction dans la vie. C'est la première plainte de l'entourage, surtout pour l'apathie. L'entourage va se plaindre de ça. On n'a pas d'effet des traitements pharmacologiques, donc il n'y a pas de médicaments qui traitent ces symptômes. Et puis, on n'a pas vraiment d'intervention psychologique spécifique. La plupart des études ont analysé les effets a posteriori sur cette symptomatologie négative, ou alors il existe des interventions qui sont souvent très longues, qui vont consister en remédiation cognitive ou en intervention avec soutien de la famille, plus entraînement des habiletés sociales, mais qui sont souvent des interventions qui demandent pas mal d'heures d'intervention. Ce qui est important aussi de savoir avant d'aller plus loin, c'est que les symptômes négatifs peuvent être primaires, c'est-à-dire directement liés à la maladie. Dans ce cas-là, ils sont persistants, ils sont difficilement traitables, ou ils peuvent être secondaires, liés à d'autres facteurs, être plus transitoires et plus facilement traitables. Par exemple, l'émoussement de l'affect, qui est cette difficulté d'exprimer des émotions, soit dans l'intensité, soit dans la gamme, peut être confondu avec l'akinésie, qui est une réduction des mouvements spontanés induite par le traitement neuroleptique. Le retrait social peut être confondu avec l'évitement de situations menaçantes. Par exemple, si vous avez des idées de persécution, vous aurez tendance à ne pas vous exposer aux situations menaçantes, comme aller dans la rue, sortir de chez vous. La perte de l'envie et le manque de volonté, c'est-à-dire l'anédonie et l'apathie, peuvent fréquemment être confondus avec la dépression. Les troubles de l'attention peuvent être confondus avec la distraction provoquée par les hallucinations ou les médicaments anti-parkinsoniens qu'on donne pour réduire par exemple l'akinésie ont comme effet secondaire de donner des déficits au niveau de l'attention. Ces dernières années, dans les symptômes négatifs primaires, c'est-à-dire qui sont directement associés à la maladie, on a vu deux sous-syndromes. Et beaucoup d'études ont mis en évidence ces deux sous-syndromes. Un syndrome d'expérience diminuée, qui est caractérisé par la perte de l'intérêt, de la motivation et la réduction du plaisir. Et puis un syndrome d'expression diminuée, qui est une réduction de l'expressivité et du discours. Et les études ont montré que ce syndrome d'expérience diminuée est associé à un moins bon pronostic. Il est associé à une plus longue durée de psychose non traitée. La durée de psychose non traitée, c'est la durée entre le premier symptôme et le premier traitement. Plus cette durée est longue, moins bon sera la réponse au traitement médicamenteux neuroleptique qui agit surtout sur les idées délirantes et la désorganisation. C'est aussi associé à une histoire familiale de schizophrénie. La schizophrénie est associée à des facteurs génétiques probablement. Quand vous avez des parents avec une schizophrénie, ça augmente votre risque d'avoir la maladie. Et puis c'est aussi associé à un statut professionnel inférieur au premier épisode psychotique. Et le statut professionnel est important si on veut que nos patients travaillent et gagnent leur vie correctement. Alors, PEPS a été créé par le contact entre Alexandra Guyenne et moi-même. Alexandra est une infirmière, mais qui vient des sciences de l'éducation, et je suis un clinicien. Dans le domaine de l'éducation thérapeutique, notamment en médecine somatique, comme par exemple dans le diabète ou dans les maladies cardiovasculaires, il y a une plus longue tradition de travailler quand on construit des programmes et des interventions avec des pédagogues. En psychiatrie, à notre connaissance, il y a peu
de programmes qui ont combiné l'intervention clinique avec la pédagogie, alors qu'on développe surtout des traitements psychologiques. On a un certain nombre de patients qui ont contribué au développement du programme PEPS, un certain nombre de professionnels et les pairs praticiens. Un de mes collègues, Yanis McCluskey, s'est intéressé à PEPS depuis ses débuts et contribue activement au développement et à l'amélioration du programme. Donc au niveau scientifique, Alexandra s'occupe de ce qu'on a appelé ForPEPS, qui est la formation à PEPS, qui conduit des travaux plutôt au niveau de la formation professionnelle et des compétences professionnelles, comment est-ce qu'on peut élargir les compétences des animateurs, et je m'occupe plus des aspects d'efficacité clinique. Donc, pour l'instant, on a conduit une étude pilote, qui était une étude à 2 étages, où on a l'étude clinique ici en bas, où les patients ont suivi là dans un simple pré- et post-test le programme PEPS, et en même temps, Alexandra conduisait l'étude ForPEPS, où on a aussi testé les animateurs avant et après l'intervention et durant l'intervention pour voir comment cette formation à PEPS, que je vais décrire un peu plus loin, a amélioré ou élargi les compétences des animateurs. Alors c'est important de comprendre les fondements théoriques du programme. Quand vous voulez avoir un comportement dirigé vers un but, vous savez que la motivation est associée au système de récompense. Donc là, imaginons, vous voulez partir faire la queue pour vous composer une salade dans un self-service, ou que vous décidiez d'appeler un ami pour avoir une sortie ce soir, ou que vous fassiez des démarches pour chercher un emploi. Pour avoir ce comportement dirigé vers un but, vous allez devoir avoir une intention, et cette intention est stockée dans votre mémoire. Alors, une première chose qui va être importante, c'est que avant de vous engager dans un comportement, vous devez avoir ce qu'on appelle du plaisir anticipé. Et dans la schizophrénie, on sait que le plaisir anticipé est altéré par rapport au sujet contrôle. Donc, un ingrédient important qui va faire partir de PEPS, c'est de développer les compétences pour anticiper le plaisir. En revanche, une fois que vous avez accompli votre but, vous allez avoir du plaisir sur le moment, qui est plus un plaisir qui est associé à la satiété. Dans la schizophrénie, ce plaisir n'est pas altéré. Il n'y a pas de différence entre les sujets contrôle et les personnes atteintes de schizophrénie, sauf si les personnes qui ont une schizophrénie ont une dépression. Donc ici, il faut bien comprendre que le plaisir anticipé, c'est celui que vous avez avant. Le plaisir sur le moment, c'est le plaisir que vous avez au moment où vous accomplissez l'activité. Ça, c'est le plaisir anticipé, c'est le plaisir que vous avez quand vous lisez la carte au restaurant. Le plaisir sur le moment, c'est celui que vous avez quand vous dégustez votre repas. Un autre domaine où il peut y avoir des altérations dans la schizophrénie, c'est dans le maintien du plaisir. Une chose qui est connue par rapport à ça, c'est que si vous avez une schizophrénie et que vous avez un moment agréable, vous serez plus facilement distrait par une information extérieure et vous perdrez votre capacité d'éprouver du plaisir. Alors par rapport à ça, qu'est-ce qui permet de maintenir ou d'augmenter le plaisir? Il y a la notion d'exprimer le plaisir. Si par exemple vous allez voir le match de hockey de votre équipe préférée,
est que vous vous comportez comme Drupal, hein, qui, chaque fois qu'il y aura un goal, va dire goal. Vous aurez moins de plaisir que si vous criez goal et que vous avez les comportements associés à votre plaisir. Donc ça, c'est un ingrédient qui est important pour maintenir le plaisir, ainsi que savourer le plaisir. Savourer le plaisir, c'est un nouveau concept qui est né de ce qu'on appelle la psychologie positive. Jusqu'à maintenant, la psychologie avait tendance à regarder comment les gens malheureux faisaient face aux difficultés et aux aléas de la vie. La psychologie positive a pris un autre paradigme qui est celui de regarder qu'est-ce que font les gens qui sont heureux pour voir comment est-ce qu'on peut les transférer sur les gens qui sont moins heureux. Donc savourer, c'est la capacité d'être conscient qu'on a du plaisir. Et la recherche montre que les gens qui savourent le plaisir sont plus heureux que les gens qui ne le savourent pas, même s'ils ont moins d'activités agréables dans leur vie. Et puis, dans la schizophrénie, c'est deux compétences. On a un certain nombre d'études qui montrent qu'elles peuvent poser problème. En effet, que les patients qui ne savourent pas le plaisir ont tendance à avoir des évolutions plus chroniques, alors que les patients qui savourent le plaisir ont des meilleures évolutions. Au niveau de l'expression du plaisir, les personnes avec une schizophrénie expriment le plaisir comme vous et moi, si ce n'est que les mouvements du visage et du corps seront moins marqués. Et puis, il nous restait une chose importante parce que la schizophrénie est fréquemment, la mémoire est fréquemment altérée dans la schizophrénie, donc il fallait trouver une stratégie pour enregistrer les moments plaisants dans la mémoire. Et toujours dans la psychologie positive, on est allé chercher une stratégie qui permettait de raviver le plaisir. Cette stratégie s'appelle capitaliser. C'est quand vous avez un moment agréable, de voir comment vous pouvez le partager avec les autres et le raconter avec les autres. Et ça a tendance à permettre de mémoriser le plaisir et de revivre les moments agréables. Donc ces quatre compétences de base sont à la base du programme PEPS. Et le programme PEPS vit à travers deux héros, Jill et Jack, des héros tirés du livre Nœud de Rodal Blank, qui est un auteur qui a accompagné mon adolescence, où Jill et Jack discutent de leur relation. Et alors, on les a réanimés pour faire vivre le programme PEPS, Gilles qui savoure, ou Gilles qui capitalise, Jill et Jack qui expriment le plaisir, ou Jack qui anticipe le plaisir. En plus de ces quatre compétences, on doit mettre les patients en état de savourer. Et alors on utilise des stratégies comme la crise de calme, hein, qui est des exercices qui proviennent de la cohérence cardiaque, qui sont rapides. On peut rapidement se détendre en faisant une crise de calme. C'est une série de réactions physiologiques qui vont activer votre système parasympathique et ensuite le coordonner avec votre système sympathique pour vous sentir plus calme. C'est vider vos poumons comme un ballon qui se dégonfle, inspirer un petit peu d'air, conservez-le dans vos poumons pour favoriser les échanges gazeux, expirer, chercher une respiration confortable. Vous voyez que c'est toute une série de manœuvres vagales qui vont améliorer très rapidement la cohérence cardiaque. On fait des exercices de sollicitude, on fait des prières aux gens qu'on aime. C'est une forme de méditation qui est efficace pour se détendre. Dès qu'on traite
les symptômes négatifs dans la schizophrénie, il faut modifier les croyances défaitistes. Les symptômes négatifs vont avoir un effet important sur la personne, c'est qu'elle va conduire les gens à avoir de nombreux échecs dans la vie, de nombreuses difficultés. Et à force d'avoir ces difficultés, les gens vont développer la croyance qui est mieux vaut ne rien faire que d'échouer. Ce qui en même temps est une croyance embêtante parce que comme les gens ne font rien, ils ne peuvent plus tester leur auto-efficacité. Alors par rapport à modifier les croyances défaitistes, on enseigne 4 stratégies: se centrer sur ce qui marche, apprendre à s'encourager, se féliciter, se donner le droit d'apprendre. On ne peut pas apprendre sans erreur. Vous ne pourrez jamais apprendre à conduire une voiture si vous ne vous donnez pas le droit de caler. Vous ne pourrez jamais apprendre le ski si vous ne vous donnez pas le droit de faire des soleils dans la neige, ou vous ne pourrez pas apprendre à nager sans boire la tasse. Donc il faut s'autoriser et se donner le droit d'apprendre. Et la 4e stratégie, c'est de réduire les attentes et d'aller pas après pas. Donc actuellement, la version de PEPS qui a été utilisée dans l'étude de pilote comprend 8 séances. Vous pouvez, je vous donnerai à la fin, sur la conférence, vous avez le site Se rétablir, où vous pouvez télécharger le programme PEPS. Il y a une séance qui est centrée sur les croyances défaitistes. On a des séances qui sont consacrées à savourer, des séances qui sont centrées sur augmenter l'expression comportementale des émotions, capitaliser et partager les moments agréables, et puis des séances qui sont centrées sur anticiper les moments agréables. Et la dernière séance a cette chose particulière, c'est qu'elle est animée par les participants eux-mêmes. Là, je vous présente ForPeps, qui est le programme de formation pour les professionnels à l'animation de PEPS. Là, vous avez un dessin d'Alexandra, comme ça vous voyez à quoi elle ressemble. Et ce programme est basé sur le modèle d'apprentissage expérientiel de Kolb. Donc, si vous voulez, quand on apprend, on passe par différentes étapes. On va d'abord passer par l'étape de l'expérience concrète, on va éprouver les choses, puis ensuite on va les expliciter, ce qu'on appelle ici l'observation réfléchie, pour les conceptualiser, ce qu'on appelle la conceptualisation abstraite, et ensuite les expérimenter dans la vie quotidienne. Donc là, on passe vraiment par l'éprouver, là, on passe vraiment par l'observation et la description, là, on passe par la conceptualisation, et là, on passe par l'action. On a tous ces 4 grandes stratégies d'apprentissage, mais chacun d'entre nous a tendance à en privilégier une ou 2. Donc il y a des gens qui apprennent plus facilement par l'expérience concrète, d'autres qui apprendront plus facilement par la conceptualisation abstraite. On utilise un outil qui est l'inventaire des stratégies d'apprentissage de Kolb, qui est la version à 12 items, qui est la version la mieux validée, et qui permet, en répondant à un questionnaire, de regarder quelles sont les stratégies d'apprentissage privilégiées des animateurs. Et ensuite, on essaye de voir comment les animateurs peuvent devenir conscients de ces stratégies d'apprentissage. Alors, dans PEPS, chaque compétence est enseignée au travers de ces 4 stratégies d'apprentissage, et on a ce logo qu'on trouve en haut de chaque diapositive,
qui permet de dire aux animateurs dans quel type de stratégie, quelles sont la stratégie d'apprentissage privilégiée qu'on est en train d'utiliser dans le programme. Alors, ForPeps vise à développer les compétences professionnelles d'accompagnement des apprentissages des patients par la mobilisation consciente et intentionnelle des styles d'apprentissage dans l'animation, et aussi en développant une posture de partenariat entre professionnels et patients. Donc, on a conduit une étude de pilote sous la direction d'Alexandra, qui va dans l'étude prochaine qu'on est en train de conduire dans le cadre de cette étude qu'on a dans le Fonds national de la recherche scientifique suisse. C'est les hypothèses, disons, qu'on a pu construire à partir de l'étude qualitative. C'est que ForPeps permet d'élargir son propre style, ses styles d'apprentissage, et permet aux animateurs d'identifier spontanément les stratégies mobilisées par les patients. Que à partir du moment où les personnes comprennent mieux leur style d'apprentissage, c'est-à-dire la combinaison des stratégies d'apprentissage, on a vu, en tout cas dans l'étude pilote, que ça permettait de mieux accompagner les apprentissages des patients de manière individualisée et spécifique, puisque les animateurs pouvaient devenir conscients des stratégies d'apprentissage des patients et adapter leur stratégie d'enseignement. Et puis la posture de partenariat est enseignée de cette manière suivante, c'est-à-dire que les animateurs vont faire les exercices qu'on a dans PEP en même temps que les patients, ils vont partager leur expérience, ils vont remplir leur cahier intercession et faire partager leur expérience avec les patients d'une manière consciente. Et ce qu'on a vu dans l'étude pilote, c'était relevé par de nombreux patients, c'est que le fait que les animateurs partagent ce qu'ils vivent, ça a augmenté, on a observé cette augmentation régulière aux séances, et que les patients se comparaient aux animateurs et s'auto-stigmatisaient moins. Et puis certains animateurs étaient très troublés de voir que de partager des choses de leur vie permettait n'était pas quelque chose de négatif, mais plutôt quelque chose de positif. Donc le programme ForPep se passe de cette manière-là. Les animateurs reçoivent une journée de formation où ils apprennent à animer PEPS et ils sont supervisés durant 2 séances et ensuite il y a après la supervision une discussion pour expliciter les choses qu'ils auront observées par rapport à leur style d'apprentissage et les styles d'apprentissage des participants. Alors maintenant, on va faire 4 dias de PEPS, que vous comprenez de quoi il s'agit. Donc, je vous demande de vous asseoir confortablement sur votre chaise. Et là, c'est des exercices par rapport à savourer l'expérience agréable. Alors, vous allez voir des photographies de paysages. Et ce que j'aimerais, c'est que vous observiez les sensations agréables qu'elles peuvent produire chez vous. C'est possible qu'elles ne produisent pas de sensations agréables. Et si vous avez des sensations agréables, focalisez votre attention sur ces sensations pour que vous soyez conscient que vous les ayez. Alors, première image, on n'en aura qu'une, mais... Alors j'aimerais que vous observiez cette image un moment et que vous vous imaginiez dans ce paysage, que vous vous souveniez des sensations que vous pouvez avoir d'être ainsi au perché dans la montagne. Ça peut évoquer des souvenirs et j'aimerais que vous preniez un peu de temps pour
savourer ces sensations. Une fois qu'on a fait ça, il va y avoir une discussion. Alors comme là, la conférence n'est pas interactive, je ne peux pas vraiment savoir ce que vous avez ressenti et ce que vous avez savouré, mais on va faire un tour de table avec les participants pour qu'ils puissent décrire qu'est-ce qu'ils ont ressenti et qu'est-ce qu'ils ont apprécié dans cet exercice. Et puis, à la fin de la séance, d'abord il va y avoir une partie conceptuelle où on va expliquer à quoi ça sert de savourer. Savourer, c'est diriger délibérément son attention sur l'expérience agréable actuelle. C'est quelque chose qui s'accompagne d'une augmentation de l'intensité et de la fréquence des émotions positives. Donc il s'agit d'éprouver consciemment les sensations agréables provoquées par l'expérience. Et pour la prochaine fois, je vous interrogerai lors de la prochaine conférence, vous avez le travail de sélectionner une situation agréable dans la vie de tous les jours et d'observer comment ces sensations, d'observer les sensations que ça provoque et que vous cherchez à les savourer. Ça peut être un lever de soleil, ça peut être un coucher de soleil, ça peut être le sourire d'une personne que vous croisez dans la rue, etc. Et vous les noterez dans votre cahier. Alors maintenant, je vais vous parler de l'étude pilote d'efficacité. Cette étude a été publiée, vous verrez dans le PDF que vous pouvez télécharger, il y a le lien, et vous cliquez dessus, ça vous permettra d'arriver à cette étude. Les hypothèses de cette étude pilote étaient de montrer que est-ce que PEPS est réalisable avec des personnes atteintes de schizophrénie, et puis de regarder si PEPS conduisait à une amélioration spécifique de ce syndrome d'expérience diminuée, qui est un défi pour les soins. Alors on a sélectionné des personnes avec une schizophrénie ou un trouble schizoaffectif qui devaient avoir entre 18 et 65 ans. Ils devaient parler français, avoir un score supérieur à 1 sur une échelle d'anédonie globale de la SANS, qui est la Scale for the Assessment of Negative Symptoms. Si vous voulez, c'est le sphygmomanomètre des symptômes négatifs. Et puis, ils devaient démontrer leur capacité à consentir à travers un instrument qui a été développé par l'Université de San Diego. Et les échelles d'évaluation clinique étaient justement l'échelle d'évaluation des symptômes négatifs et l'échelle de dépression de la schizophrénie de Calgary, qui est des échelles qui a la meilleure validation dans le domaine de la schizophrénie. Et puis les patients remplissaient aussi une échelle auto-administrée, qui était l'échelle des croyances sur savourer. Donc ici, vous voyez les résultats. Donc on a recruté 37 participants, 6 sont abandonnés, 31 ont complété le programme. Il y avait 12 femmes pour 19 hommes. L'âge moyen était de 43 ans. C'était des gens qui avaient une durée de maladie d'une vingtaine d'années et grande majorité vivaient en foyer. Et la plupart des participants dépendaient de système d'assurance sociale. Les personnes qui ont abandonné ne diffèrent pas statistiquement des gens qui ont terminé le programme. Et ce qu'on voit au niveau de nos résultats, c'est que le programme PEPS est accompagné donc c'est juste une étude pilote pré-post, d'une amélioration statistiquement et cliniquement significative pour l'anédonie et l'apathie. On a des tailles d'effet qui sont modérées, donc supérieures aux tailles d'effet qu'on trouve habituellement dans les traitements des symptômes négatifs. On voit aussi que l'intervention est spécifique puisque c'est vraiment ce syndrome d'expérience
diminué qui est amélioré et le syndrome d'expression diminuée, lui, n'est pas affecté, ni l'attention. On voit un impact important sur la dépression. Les gens étaient légèrement déprimés en pré-test. Ils sont juste en dessous du score de dépression pour la schizophrénie. C'est une échelle qui va jusqu'à 24 points en post-test. Et puis, on a une amélioration des croyances autour de savourer. Donc, cette étude pilote nous a permis d'obtenir un fonds national pour les 3 prochaines années. Le titre de cette étude, c'est Positive Emotion Program for Schizophrenia, a randomized control study on improving pleasure and motivation in schizophrenia, qui a été obtenu par l'équipe suivante, donc avec Alexandra Guyenne, qui est infirmière et pédagogue, Yanis McCluskey, qui est père praticien en santé mentale, Philippe Gaulet, qui est psychologue et qui nous aide beaucoup pour les aspects statistiques, et Charles Bonsac, qui est le médecin avec qui je travaille dans le département de psychiatrie, qui est le médecin responsable de la section de psychiatrie sociale. Donc on a un certain nombre de sites, on a 7 sites qui ont signé une convention avec nous, dont le canton de Vaud et dans le canton de Fribourg. C'est une jolie équipe, vous voyez qu'on est un certain nombre de gens à travailler sur le projet, entre les responsables de sites, les investigateurs, les évaluatrices, les évaluateurs, l'équipe de recherche. Donc c'est une grande équipe. Le projet est contrôlé par la commission cotonale d'éthique qui a accepté notre projet le 16 novembre. Et puis nos critères d'inclusion sont que c'est d'avoir une schizophrénie ou un trouble schizoaffectif, un score d'au moins 2 sur l'échelle globale d'anédonie de la SANS, parler couramment le français, être stable sur le plan clinique. Et puis les critères d'exclusion sont d'éviter d'avoir un trouble organique ou un trouble médical qui interfère significativement avec la participation à l'étude. Et puis la non-compréhension du protocole évalué par un instrument, donc c'est un fameux instrument qui est l'University of California, San Diego, Brief Assessment of Capacity to Consent, on va poser des questions aux participants après leur avoir lu le formulaire d'information sur l'étude. C'est des questions, par exemple, est-ce que je suis obligé de participer à cette étude? Si le participant dit oui, eh ben, on ne pourra pas l'inclure dans le protocole, par exemple. Donc voilà le protocole. Donc les participants sont recrutés par cohorte de 10 à 20. Ça dépend de la vitesse du recrutement. Il y a le consentement informé, l'évaluation de la capacité à consentir, puis ils sont évalués par des évaluatrices qui seront ensuite maintenues aveugles dans la condition dans laquelle les participants vont être randomisés. Et les participants reçoivent le traitement habituel plus 8 séances de PEPS ou le traitement habituel seulement. Il y a une deuxième évaluation, donc 2 mois après. Puis ensuite, on va attendre 6 mois pour vérifier est-ce que les progrès sont soutenus. Et puis, si on observe que le programme est efficace, les participants qui auront été dans le groupe contrôle recevront 8 séances de PEPS. Donc, la outcome principale a été calculée sur les résultats de l'étude pilote. Donc, on utilise un score composite des échelles d'apathie et anédonie de la SANS. Et nos résultats montrent qu'on aurait besoin de 25 participants dans chaque bras de l'étude. Au niveau des outcomes secondaires, il y a la capacité de savourer, le plaisir anticipé, le plaisir consommé, la dépression, le fonctionnement social et le stigma.
Et puis les covariables qu'on doit contrôler, c'est ces effets extrapyramidaux comme la kinésie, les symptômes positifs. Et comme vous savez maintenant, quand vous faites un essai clinique, vous devez l'inscrire sur Clinical Trials. Donc là, vous avez le numéro sur lequel le protocole a été inscrit. Pour FORPEPS, notre outcome principal, c'est les stratégies d'apprentissage sur cet inventaire des stratégies d'apprentissage et la conscience des stratégies d'apprentissage. On est en train de sélectionner le questionnaire actuellement. Et puis, on mesure la relation de partenariat, donc le rapport entre les participants avec l'échelle d'autostigmatisation pour les patients et une échelle pour les professionnels. Donc là, vous voyez l'équipe du pôle de recherche en psychiatrie et santé mentale. Donc ici, vous avez Alexandra qui travaille avec moi sur ce projet. Yanis McCluskey qui est père praticien en santé mentale, qui a aussi un poste conjoint avec le département de psychiatrie et la haute école de la Source. Shiret Rejai, qui elle travaille plutôt dans le domaine des familles, mais qui va s'occuper de la randomisation dans cette étude. Laurent Frobert, qui s'occupe aussi des aspects pédagogiques et qui va travailler sur la pérennisation de FORPEPS et sur le développement d'instruments. Pascal Ferrari, qui elle travaille plutôt sur les transitions. Elle est moins impliquée directement dans cette étude-là, mais conduit des études sur le case management de transition. Elle vient de publier un rapport important, je vous mettrai le lien sur Se rétablir. Et Noémie Laverne qui tente de nous coordonner et qui nous aide dans nos différents travaux. Je vous remercie de votre attention et je dois vous repasser la parole ou vous repasser le cap en faisant quelque chose. Non. Ça marche tout seul. Vive la technologie. Alors, Monsieur Favreau, merci beaucoup. Vraiment, ça a été un propos fort intéressant et qui a suscité beaucoup d'intérêt et de questions de nos partenaires. Donc, peut-être, compte tenu que le temps nous est compté, je vais tout de suite vous poser la première question. Alors, une question qui nous vient de la France, c'est est-ce que l'ancienneté dans la maladie, dans le vécu de la maladie, a un impact sur l'efficacité du programme PEPS? Alors, pour l'instant, on ne peut pas dire que le programme est efficace. Faut faire attention, parce que c'est une question d'examen. Donc, soyez attentifs, puisque là, on est vraiment dans les phases de développement de l'intervention. Ça sera possible de le dire que. Donc, ce qu'on peut dire actuellement après une étude pilote, c'est que le programme PEPS, puisqu'on n'avait pas de groupe contrôle, est accompagné d'une amélioration et une réduction de l'anédonie et de l'apathie. Donc c'est l'étude qu'on va conduire maintenant, qui va démarrer en janvier, qui permettra de tester l'efficacité du programme. Alors, dans l'expérience, ce qu'on a vu, c'est qu'on n'a pas vu de différence entre les jeunes ou les plus âgés dans l'augmentation du plaisir chez les participants. Et donc, on a publié cette étude qui est sortie en septembre. Et puis, une équipe avec laquelle on collabore à Hambourg, qui est l'équipe de Tanya Lincoln, vient de publier, c'est encore dans les InPress, un papier très intéressant qui montre que la capacité d'éprouver des émotions positives n'est pas liée à des déficits neuropsychologiques, mais qui sont plutôt associés à la chronicité, mais plutôt liés aux croyances que les gens ont sur leur capacité d'éprouver du plaisir. Donc je ne pense pas que, pour l'instant, je n'aurai pas de données qui permettraient, bon, d'abord, de dire que le programme est efficace, le programme est intéressant et il est utile, il est apprécié par les participants, mais je ne pense pas que la durée de la maladie va forcément affecter les résultats si on arrive
à modifier les croyances que les participants ont sur leur capacité d'éprouver du plaisir. Je pourrais mettre en lien aussi le lien vers l'article de Tania. Merci. Il y aurait une autre question qui concernait votre programme. Quelle est la rythmicité des 8 séances du programme? Est-ce que c'est déjà défini? Quelle est la, je sais pas, La rythmicité, c'est un exercice de prononciation. La rythmicité des séances. j'ai un petit peu d'écho. La rythmicité, donc c'est un programme qui se fait en 8 semaines, en 2 mois. Et donc c'est vraiment un programme, c'est 8 fois 1 heure pour des groupes de 5 à 10 participants. Si vous avez 5 participants, 1 heure, c'est bien. À 10, il faut compter 1 heure et quart. Hmm. Et donc, le rythme des séances n'est pas nécessairement lié aux, aux personnes. Alors, ça peut être standard, mais c'est pas selon l'évolution de la personne entre les séances. C'est pas lié à l'état clinique de la personne. Non, c'est un module d'enseignement où ben, les gens s'inscrivent pour 8 séances de PEPS. Et puis là, on a déjà des demandes des participants de l'étude pilote qui ont conduit une étude aussi avec Fondamental, qui est la grande, grande fondation française avec un certain nombre de centres experts. Et on travaille avec les centres experts schizophrénie français. Notamment actuellement, il y a un groupe qui se passe à Clermont-Ferrand. Il y aura probablement un groupe à Grenoble. Et puis Strasbourg avait montré un certain intérêt. Et j'étais récemment à Clermont-Ferrand où les participants déjà demandaient un deuxième cycle. Donc on est en train de réfléchir avec Alexandra à un PEPS 2 où il y aurait des compétences avancées sur savourer le plaisir, anticiper le plaisir. Mm. Est-ce que ce programme est innovateur au sein de la francophonie, mais est-ce que vous savez si un programme similaire existe ailleurs dans le monde ou si c'est complètement une innovation? Alors, actuellement, si vous voulez, l'innovation vient du fait que jusqu'à très récemment, on travaillait sur les symptômes négatifs de manière globale. Et cette distinction entre deux syndromes permet le développement de nouveaux programmes. Euh, on voit la même chose qu'on avait eu il y a une quinzaine d'années par rapport aux symptômes psychotiques. Quand on traitait les symptômes psychotiques de manière globale, on n'avait pas tellement de progrès. À partir du moment où on a développé des interventions spécifiques pour les hallucinations auditives, euh, si, si vous allez sur la télévision suisse ce soir à 20h10 suisse, hein, vous pouvez vous télécharger sur le site de la RTS, vous aurez un film sur les hallucinations auditives, un reportage sur les hallucinations auditives. Je le mettrai aussi en ligne sur mon site à partir de demain. Et par exemple, à un moment où on abordait spécifiquement les symptômes positifs, on a eu des améliorations avec les traitements psychologiques, beaucoup plus importants. Alors, ce qui se passe, c'est que ces découvertes en recherche fondamentale permettent aux sciences appliquées, comme les soins infirmiers, de développer des nouvelles interventions. Alors, à ma connaissance, il y a une ou deux choses qui sont en développement. On avait publié une toute première étude pilote il y a 5 ans, qui est beaucoup citée dans la littérature. Les gens attendent à ce qu'on développe ces programmes. Euh, pour l'instant, on est dans une position quand même de leadership, puisque j'ai des gens de Thaïlande et de Corée qui me demandent de le traduire. Donc, euh, c'est plutôt positif. Félicitations. Il y a une autre question qui concerne toujours votre projet. Dans votre étude ou votre projet pilote actuellement, est-ce que vous avez des résultats ou est-ce que vous êtes capable d'anticiper euh, la rétention des compétences à savourer le plaisir chez les personnes atteintes de schizophrénie? Est-ce qu'il y a une persistance dans le temps de l'acquisition de ces compétences? Alors ça, c'est une des choses qui va être testée dans l'étude contrôlée, on va regarder comment les apprentissages, si les
résultats de l'étude pilote se confirment dans l'étude contrôlée randomisée. C'est pour ça qu'on a 6 mois d'attente pour refaire un deuxième test 6 mois après pour vérifier si les progrès observés se maintiennent dans le temps. OK. Donc, c'est des résultats à venir qui vont être confirmés avec peut-être ou infirmés avec votre étude. Dans les 3 prochaines années, on vous tiendra au courant. Il y a maintenant des questions qui arrivent qui concernent davantage votre programme de formation pour les intervenants. Alors, vous avez dit que les intervenants apprennent à animer le programme PEPS, mais quelles sont les compétences professionnelles visées ou que vous avez identifiées qui sont nécessaires à développer chez les intervenants? Alors, dans le pilote, on a eu des infirmiers, des éducateurs, des assistants aux soins, des assistants socio-éducatifs et des pairs praticiens en santé mentale. Donc, dans la formation, les gens vraiment apprennent quel est leur style d'apprentissage chez eux, puis ensuite identifier les différentes stratégies d'apprentissage chez les participants. Et ce qui est important, c'est que les gens aussi apprennent à s'utiliser dans la relation en racontant quels ont été les effets sur eux de faire des exercices, d'anticiper le plaisir, de savourer ou d'augmenter l'expression des émotions positives. Donc ça demande que les gens puissent s'utiliser de manière consciente et délibérée, comme l'avait formulé Pablo. Donc il faut qu'on s'utilise intentionnellement dans la relation de manière intelligente pour que les patients puissent s'identifier à ce qu'on raconte. Par exemple, entre la première et la deuxième séance, un des exercices que vous avez, c'est d'amener un objet ou une image de quelque chose qui vous fait plaisir. Et puis, un infirmier qui animait le groupe, visiblement, on voyait qu'il commençait à transpirer parce que ça arrivait, tous les patients avaient amené une photo de leur neveu, un petit objet qu'ils avaient reçu, ou des choses sympathiques. C'était plutôt des patients de milieux défavorisés et pauvres. Puis lui transpirait de plus en plus. Puis quand ça arrivait à lui, comme il n'avait pas fait la tâche, visiblement, il sort la clé de sa voiture qui montre, puis il dit, ça c'est la clé de ma Golf. Ça me fait vraiment très plaisir. Alors ça, c'est pas adéquat parce que personne va pouvoir s'identifier avec le plaisir qu'il a par rapport à sa Golf, puisque les gens amenaient des choses toutes simples. Donc, il faut amener des choses qui soient facilement accessibles. Et ensuite, de décrire. Le fait que les professionnels décrivent ce qu'ils vivent amène aussi du vocabulaire. Donc, on est aussi là en train de développer un lexique, des mots autour de savourer le plaisir, déguster, goûter, apprécier, etc., pour que les gens puissent vraiment améliorer leur vocabulaire et décrire ces expériences-là. Ce que j'en comprends, c'est que ce n'est pas seulement vos patients qui ont bénéficié du programme PEPS. Certains intervenants également peuvent bénéficier de l'approche. Oui, tout à fait. C'est une approche qui, tous les intervenants ont apprécié développer ces compétences de savourer, d'anticiper le plaisir, de capitaliser, etc. Il y a juste capitaliser, il faut faire attention parce que ça améliore le système immunitaire. On a 4 études qui montrent que si vous partagez les moments agréables avec les gens, ça va améliorer votre système immunitaire. Donc c'est très bien de le faire maintenant. Il y a juste les gens qui sont allergiques, il faut éviter de le faire au printemps, mais vous pouvez reprendre en été et à l'automne. Et ça diminuera les consultations chez le généraliste. Oui. Il y a une autre question qui vient d'arriver.
En quoi consiste le traitement pour le groupe contrôle? Est-ce que c'est pas d'intervention du tout ou s'il y avait quelque chose? Alors, c'est le traitement habituel en Suisse. Donc, les gens, ils ont généralement un case manager ou un infirmier ou un éducateur référent, des programmes psychoéducatifs. C'est des programmes plutôt riches. C'est pas des programmes pauvres. Dans la plupart des, donc, comme on travaille avec des foyers, des gens qui sont dans des ateliers protégés, il y a toute une série d'activités thérapeutiques qui accompagnent les patients ont un médecin, un suivi médicamenteux et des approches psychologiques, psychoéducatives. Donc, ils ont le traitement habituel, conventionnel. La différence du groupe contrôle, c'est qu'ils n'ont pas accès au programme PEPS, c'est ça? Ils ont tous le même. Voilà. OK. Voilà. Dans un second temps, si le programme est efficace. OK. J'aurais une dernière question, si vous avez encore un peu de temps. Votre programme, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a déjà des pays comme la Thaïlande, c'est la Thaïlande, je crois que vous avez mentionné, qui s'intéressait Une infirmière thaïlandaise et une psychologue coréenne qui sont intéressées, oui. à votre programme. Donc, est-ce que vous considérez que ce programme-là, il est transférable d'une culture à l'autre ou si ça nécessite un aménagement ou enfin une adaptation? Donc moi, j'ai travaillé sur un autre programme dont vous trouvez les liens sur mon site, qui est l'entraînement métacognitif, qui est actuellement traduit en 33 langues, qui a été développé par Stéphane Maurice en Allemagne. Alors ensuite, il faut l'adapter en fonction des cultures. Euh, le programme de Stéphane Maurice a été validé par une infirmière indonésienne, ici en Suisse, en France, en Allemagne, en Inde. Le seul endroit où on n'a pas eu de résultats identiques pour l'instant, c'est la Hollande. On essaie de regarder qu'est-ce qui se passe. Il y a aussi maintenant des études espagnoles et portugaises qui montrent des résultats positifs. Ça, il faudra voir. La chose qui est importante, c'est qu'ensuite les gens qui traduiront le programme dans les différentes langues soient des cliniciens, qu'ils aient une connaissance des patients et puis qu'ils adaptent au niveau culturel. Toujours, un programme est plus efficace s'il est adapté culturellement. J'ai adapté beaucoup de programmes anglo-saxons dans le monde francophone et c'est vraiment important de les adapter au niveau culturel. Mm. J'ai encore une question. En quoi votre initiative ou votre programme peut-elle être qualifiée d'intervention infirmière? Est-ce que vous avez parlé qu'un de vos cadres conceptuels était l'éducation thérapeutique? Est-ce en cela qu'on peut considérer votre intervention comme une intervention infirmière? Alors, ma définition des soins infirmiers, c'est que moi, je pense que les soins infirmiers sont une science appliquée, interdisciplinaire au service des patients. Je prends la définition des soins infirmiers, qui est la définition de l'Association américaine de nursing. Hein, c'est le diagnostic et le traitement des réponses humaines aux problèmes de santé. J'ai tendance, quand je développe des choses, à ne pas ajouter infirmière, parce qu'on est à peu près la seule profession au monde où on doit toujours définir. C'est-à-dire, quand vous voulez publier un article dans un journal de soins infirmiers, vous devez toujours expliquer ce que c'est les soins infirmiers. Ça, c'est lié à notre problème identitaire. En physique, quand vous publiez, vous n'avez pas besoin d'expliquer ce que c'est la physique. Hein. Vous faites de la physique. Souvent, on dit, quand on va faire une conférence, c'est une conférence infirmière, alors que en anthropologie, en psychologie, vous ne dites pas que vous faites une conférence psychologique ou anthropologique. Donc là, ce que je pense, c'est que je m'occupe des réponses humaines à des problèmes de santé, que on sait que les réponses humaines seraient de savourer, d'anticiper le plaisir, que ça, ce serait des réponses humaines saines. Mon travail au niveau des soins infirmiers, c'est de développer des interventions qui vont dans le sens d'aider nos patients à développer des réponses humaines saines, comme je l'ai fait par rapport aux hallucinations, aux idées délirantes. Euh, vous avez la moitié d'une population qui a, si vous voulez, vous avez en permanence 8%
de la population qui a des symptômes psychotiques, seulement la moitié, c'est-à-dire 4%, souffrent de ces symptômes. Et 4% n'ont pas de problème et pas de conséquences de ces symptômes. Donc, ce qui est important, c'est toujours d'étudier les gens qui ne deviennent pas des populations cliniques pour regarder comment on peut aider les populations cliniques de sortir du rôle de patient et de devenir des acteurs de leur vie. Et c'est en ça que je pense que j'amène ma contribution infirmière dans le programme. Mais ensuite, si je développe un programme, je ne veux pas qu'il soit réservé aux soins infirmiers. Je pense que je défends mieux les soins infirmiers si ça sert à l'ensemble de la communauté des soignants large. C'est ma position. Mm. Ben, en fait, je pense que c'est à votre honneur de travailler d'abord pour répondre aux besoins de la clientèle, quelle qu'elle soit. Mais peut-être que j'ose espérer qu'un jour, ou rêver qu'un jour, on n'ait plus besoin d'expliquer ce que c'est que les sciences infirmières et qu'une une contribution comme la vôtre, eh bien, qu'elle soit Ah, reconnue comme infirmière, c'est quand même pas banal. oui, mais je pense que les soins infirmiers ont contribué beaucoup au développement de la société, hein. Je pense que je fais des sciences infirmières, mais je je vais pas. Ça me semble tellement clair que je fais des soins infirmiers, je ne vais rien faire d'autre. Oui, mais il faut maintenant éduquer le reste du monde à la contribution infirmière. Écoutez, ça pourrait être un débat philosophique, on change un peu de sujet. Monsieur Mm. Favreau, de nouveau, je vous remercie infiniment pour cette conférence qui a été fort appréciée et fort intéressante. Vraiment, je pense que j'ai encore des questions qui arrivent, mais là, éventuellement, il faut mettre un terme à notre rencontre. Peut-être qui sait que vous accepteriez une nouvelle invitation éventuellement pour continuer nos discussions. Je tiens aussi à remercier tous les participants des quatre coins de la francophonie. Merci d'avoir répondu en si grand nombre à notre invitation. Votre présence, même si c'est pas évident pour vous, Monsieur Favreau, mais vraiment, on était une centaine de personnes à vous écouter aujourd'hui. Alors, peut-être avant de vous quitter, je vous rappelle de ne pas oublier de compléter votre test post-conférence, que vous allez recevoir le lien d'ici dans l'heure qui suit, si vous souhaitez recevoir votre attestation validée par l'Institut et la Haute École de la Santé La Source. Nous vous invitons également à remplir le questionnaire de satisfaction qui va également vous être acheminé par courriel. C'est important pour nous, ça nous aide à améliorer la formule et ça nous donne aussi une possibilité de faire une rétroaction avec notre conférencier. Avant de vous quitter, je vous invite fortement à consulter le programme des grandes séries, le programme hiver-printemps 2016 des grandes conférences du CDF qui sont déjà disponibles sur notre site web. 6 grands conférenciers internationaux ont accepté de participer avec nous à l'animation de nos conférences. C'est donc un grand rendez-vous à ne pas manquer. Et je vous invite d'ores et déjà à vous inscrire à la prochaine grande conférence qui aura lieu le 20 janvier sous le thème Télésoin, favoriser les interactions sociales chez la personne âgée par l'entremise de Skype. La conférence sera donnée par Claire Babin, infirmière et directrice adjointe aux soins infirmiers, et par Lorraine Lafrance, qui est infirmière, conseillère milieu de soins et milieu de vie de l'hôpital Sainte-Anne pour anciens combattants au Canada. Vous avez déjà l'affiche qui apparaît à l'écran. Et avant de vous quitter, eh bien, je profite de l'occasion pour vous transmettre mes meilleurs vœux pour 2016. Je vous souhaite beaucoup de santé, beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir avec les vôtres et au plaisir de vous rencontrer, de vous revoir le 20 janvier prochain. Monsieur Favreau, de nouveau, merci beaucoup pour cette conférence. Merci et tous mes voeux à tout le monde pour la nouvelle année. Je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année. Merci Et beaucoup merci à vous. Sylvia pour l'invitation. Merci. Au revoir. Au revoir. Voilà,